Heureux de présenter aujourd'hui un livre que j'ai relu avec la même admiration les jours derniers, Le déni du viol, essai de justice narrative, le dernier essai de notre ami Denis Salas, qui est à la fois, j'ai envie de dire, un livre d'écrivain et d'anthropologue du droit, qui brille par ses qualités littéraires et scientifiques, ce qui est très rare dans le domaine des sciences humaines. Et en plus, montre vraiment une excellente connaissance des enjeux de la pensée de René Girard qui nous rassemble ici et illustre parfaitement le réalisme de cette pensée. Je suis heureux aussi de médier le dialogue qui va y avoir aujourd'hui entre Denis Salas et notre ami Hervé Van Baren, qui a prononcé en mars dernier, lors de l'Assemblée générale de notre association, une conférence tout à fait remarquable qui portait elle aussi sur la question de l'inceste. Alors la thèse de Denis, Hervé va la résumer dans un instant. En deux mots, c'est que c'est un déni du viol individuel ou collectif, des viols individuels ou collectifs, mais aussi des incestes qui structurent encore, qui structurent depuis toujours, j'ai envie de dire, et structurent encore bien des ordres établis. Mais là où Hervé nous décrivait en mars un système judiciaire complètement saturé et paralysé par la multiplication de ces cas d'inceste ou de viol révélés, Denis, au contraire, nous décrit un système judiciaire plus que jamais justifié dans sa mission démocratique et non sécuritaire, puisqu'il est le seul lieu, montre-t-il dans son ouvrage, où peuvent émerger les paroles conjointes des victimes et de leurs bourreaux. C'est une dimension très très forte de sa démonstration, qui est celle de quelqu'un qui connaît très très bien le monde judiciaire, qui est un observateur extrêmement attentif de tout ce qui s'y passe, et des promesses aussi démocratiques dont ce lieu est le symbole. Alors je vais demander à Hervé de nous présenter en quelques minutes ce livre qu'il a lu lui aussi attentivement, même si la lecture qu'il fait de ce phénomène de société est très différente de celle de Denis, suite à quoi Denis reviendra précisément sur les enjeux, la forme et les enjeux de son livre, et un débat s'enclenchera très rapidement ensuite, lancé par Hervé. Merci donc à vous deux. Hervé, je te laisse présenter le livre de Denis. Merci Benoît. Alors, pas si différente, hein, je précise avant de commencer, pas si différente que ça. J'ai retrouvé quand même plein de points communs avec mon approche et c'est ça qui m'a passionné dans ce livre. Bien. Je suis très honoré de présenter ce soir ce livre. J'avais prévu de le montrer, mais Benoît l'a déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Donc, c'est le déni du viol. Et en abordant le cas particulier des crimes et délits sexuels, Denis Salas ne cache rien de l'impuissance de la justice à capter la réalité de cette violence, impuissance qui dérive parfois jusqu'à la collusion avec la chape de silence qui fige les victimes dans leur souffrance et qui constitue le dénominateur commun de ces actes destructeurs. Je cite le livre: l'histoire de cette violence intime s'enracine dans un corpus de croyances et de règles façonné par un appétit de domination, de connivence avec la justice. Denis Salas n'a pas peur de se confronter à la crise qui secoue l'institution. Je le cite à nouveau: l'omniprésence dans le débat public des statistiques sur ces violences offre un tableau accablant de l'impuissance judiciaire. Le déni du titre du livre n'est certes pas applicable à son contenu ni à son auteur. Denis Salas prend le risque de regarder en face la compromission de la justice avec ces systèmes de violence profondément ancrés dans la culture patriarcale. Comment dépasser ce constat accablant? La nécessaire mutation de la justice passe par le langage qui a permis dans la société d'abattre le mur du silence, le récit. Et c'est ce qui m'a d'emblée séduit dans le livre, la cohérence entre l'analyse et le langage du livre. C'est par le récit que Denis Salas aborde son sujet. Récit révélateur de la littérature d'abord, avec Bernanos, La Fontaine, Maupassant, Mirbeau, Monterland. Récit à la première personne des victimes,
que ce soit sous la forme de témoignages anonymes ou de dessins d'enfants, récit militant, récit vécu dans sa pratique judiciaire. La voix des victimes trouve un espace de résonance dans ce moyen d'expression aussi éloigné que possible de la rigueur de la loi, de son détachement par rapport au vécu intime des justiciables. Une expression revient tout au long du livre, la voix singulière des victimes, voix singulière du récit. Encore quelques citations du livre. C'est à travers des récits singuliers qu'il est possible de produire un nouveau savoir en dehors des schémas habituels. Ou encore, les mêmes faits jadis tolérés deviennent, sous le prisme d'un récit à la première personne, une figure de l'intolérable. La généralité triomphante de la loi regarde de loin la particularité négligeable de l'humanité litigieuse. Rien ne prédispose à se rencontrer le légalisme de notre culture et le monde vivant des récits. Mais alors, si le récit est incompatible avec la généralité triomphante de la loi, la justice n'est-elle pas condamnée à rester à la traîne de l'action militante, de plus en plus dévalorisée dans une société qui a, elle, largement accepté d'enlever les bouchons de ses oreilles pour se confronter à la réalité de cette violence? Non, répond Denis Salas, au contraire. La justice doit proposer, avec la procédure judiciaire et en particulier le procès, un cadre protecteur au sein duquel la parole interdite trouve un espace d'expression. Je le cite, « Cette bataille se déroule aussi dans le prétoire. La défense de la cause ne se joue cette fois plus contre la loi, mais dans un dialogue tendu avec la loi. Autrement dit, le droit cesse d'être un adversaire à combattre et devient un allié potentiel. » Sans ce cadre, trop souvent le récit se transforme en accusation qu'aucune règle de droit ne vient contenir. Répandu dans les réseaux sociaux, le récit salvateur peut se transformer en poison accusateur, en diabolisation haineuse, bref, en lynchage. Il faut accepter le caractère dual de la justice. Denis Salas l'écrit, pour qu'une décision soit juste et responsable, il faut que dans son moment propre, elle soit conservatrice de la loi et assez destructrice ou suspensive de la loi pour devoir à chaque cas la rejustifier, la réinventer, du moins dans la réaffirmation et la confirmation nouvelle et libre de son principe. Le procès prend ainsi sa place parmi les forces progressistes qui nous obligent à évoluer dans la perception de notre monde. Je cite, « Grâce à de tels récits, tout un arrière-plan idéologique qui semble aller de soi peut être ébranlé. Les normes du langage sont déplacées, les intérêts dominants sont contestés, les hiérarchies en place bousculées. La loi est approchée à partir de ceux qui la font et sont prêts à la changer, typiquement les politiques, ceux qui l'interprètent, les magistrats, mais aussi ceux qui soutiennent une revendication légitime, les mobilisations militantes et les actions collectives. » Je pourrais en rester là, il y aura encore bien des choses à dire sur ce livre magnifique, mais je tiens à dire à quel point cette approche des défis lancés à la justice résonne avec ma lecture biblique. Ceux qui me connaissent savent que je défends une lecture parabolique de la Bible, autrement dit une interprétation des textes, y compris les textes les plus raides et les plus légalistes, justement comme des récits détachés de toute morale et de tout sacré. L'essai de Denis Salas pourrait parfaitement s'appliquer à cette lecture, entre autres lorsqu'il écrit « Pour sortir de l'oppression, il faut que des voix singulières se fassent entendre dans l'espace public. » Dans mon cas, c'est plutôt dans la Bible. C'est la condition pour qu'une société accède à une nouvelle conscience d'elle-même et déplace le seuil de tolérance des violences qui l'habitent. Le phénomène de libération de la parole des victimes, tel que nous le vivons dans le monde, trouve un écho dans la Bible dès lors que nous acceptons de lâcher notre besoin de sacré, d'écouter cette voix singulière, au risque de l'effondrement des structures qui fondent nos sociétés. Denis Salas appelle cela le récit, la Bible appelle cela une parabole, et les deux mots se rejoignent en un autre mot, lourd d'incompréhension ces jours-ci, une révélation. Et je cite une dernière fois le livre, « La peur d'une révélation tient de moins en moins, malgré la force du déni qui lui est opposé.
Une plainte va-t-elle déchirer cet épais silence? Quand la parole cessera-t-elle d'être dangereuse? Alors, Denis Salas, permettez-moi de vous renvoyer votre question. Quand est-ce que la parole cessera-t-elle d'être dangereuse? Bien, merci beaucoup Hervé, merci de cette réflexion. Merci Benoît de cette introduction. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord. on vous entend très bien. Oui. Alors, écoutez, pour rebondir sur les propos que je viens d'entendre, je veux dire que j'ai été, pour faire cette nouvelle réflexion, assez marqué par le texte de Hervé Van Baren qui a été publié et que j'ai réécouté tout à l'heure sur le site de ARM, parce que il me semble assez bien aller en résonance avec ma réflexion. Parce que la rupture incarnée par la parole des victimes dans notre justice, et je dirais même dans notre société tout entière, a, je reprends les mots d'Hervé, valeur d'une révélation, révélation d'une violence que le système de justice voulait se targuer de maîtriser. Or, voilà une justice dépassée par la parole entendue des victimes, qui ébranle évidemment le fondement sacrificiel de notre justice. Et là, évidemment, je suis la lecture de René Girard, telle que Hervé l'a commentée. C'est une parole qui dit: tu voulais vaincre la violence, toi, la justice, tu as forgé des institutions pour cela, tu désignais l'auteur comme une figure sacrificielle par ton seul choix, tu as monopolisé la bonne violence dans ce but. Mais voilà que ton système, je le mets en échec parce que j'invoque la violence dont je suis l'objet, parce qu'elle est intime et que je la fais remonter à la surface par ma parole et que mon cri, moi aussi, hein, MeToo, moi aussi, va envahir la société tout entière et du coup ébranler la légitimité de ta justice qui jusque-là était omniprésente et je dirais monopolisée. Alors, je vais aborder ma réflexion en trois temps. D'abord, j'évoquerai la violence que méconnaît la justice, mais que révèle la littérature. Et c'est la puissance subversive de la littérature que j'évoquerai dans un premier temps. Ensuite, je relèverai le moment fracassant de cette révélation par les récits des victimes. Et puis, j'irai en direction de la ligne de fracture qui traverse la justice et peut-être quelques perspectives. Alors, premier point, j'ai revisité effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, des textes littéraires qui sonnent comme un avertissement d'une violence que nous n'avons ni vue ni entendue, mais qui se retrouvent projetés dans l'espace littéraire, fort de trouver une réponse dans le monde des institutions et de la justice. Et vous avez effectivement des lieux où se réalise le viol, la forteresse de Seling, de Sade, les congrégations religieuses que met en scène Octave Mirbeau, la violence du village que Maupassant décrit, évidemment le château de Kafka pour lequel je vais consacrer un ouvrage. Et on voit qu'à chaque fois, si vous voulez, le récit littéraire montre un groupe d'hommes qui s'emparent de la loi et de la justice et va en faire un instrument de domination qui va opprimer des personnes vulnérables, qu'il s'agisse de femmes et d'enfants, qui vont être réduites à des proies sexuelles. Et le narrateur donne à voir cette oppression où la victime n'existe pas, sauf comme une chose appropriable. Et ces textes disent d'une manière ce qu'une époque et une justice de l'époque ne veut pas entendre, à savoir une révolte esquissée, une protestation muette, faute de la trouver dans cette justice. À ce stade,
il n'y a aucun, moi je n'ai relevé aucun récit à la première personne, assumé par une victime. C'est une parole inaudible à cette époque, où effectivement on trouve des romans, effectivement, des récits fictionnalisés. J'introduis mon essai par la nouvelle de Bernanos, la nouvelle histoire de Mouchette. Ce sont des vies minuscules, des vies anonymes. Vous avez aussi au début de l'essai un rappel de ce grand récit Une femme à Berlin, qui est une femme qui subit les viols de la part des soldats russes en 1945 dans un Berlin empreint d'un chaos, mais qui ne donnera son témoignage que sous une forme anonyme dont nous ne connaissons pas depuis lors l'auteur. Et vous avez aussi des autofictions, comme le récit de Mirbeau, Sébastien Roch, qui est effectivement le récit d'un abus sexuel réalisé dans une congrégation religieuse au début du siècle dernier, qui est en fait une transposition fictionnalisée par Mirbeau de ce qu'il a vécu dans cette institution qu'il montre. Vous avez aussi des récits de la part de pédophiles qu'on appellerait aujourd'hui des pédocriminels, Gide, Monterland, évidemment Gabriel Mazeneff, où la victime disparaît complètement sous le désir souverain de l'adulte. Donc vous avez dans ces récits-là, directement ou indirectement, d'une manière voilée ou plus explicite, la souillure du viol, qui est synonyme de damnation, qui frappe effectivement celui qui l'a subi. J'insiste aussi sur un point important pour moi, c'est-à-dire que le déni du viol, en fait, c'est une collusion de déni. C'est-à-dire que, et ça c'est aussi mon expérience qui me l'a enseigné, c'est-à-dire que vous avez à la fois effectivement le silence de la victime, qui est le silence de la honte, de la culpabilité, mais aussi le silence de l'auteur, qui est une autoprotection vis-à-vis de la loi. Et vous avez évidemment l'entourage qui voit sans voir, et les autorités autour, famille, école, amis, médecins, qui eux aussi sont d'une certaine manière implicitement liés par un pacte de silence. J'ai moi-même observé dans des familles incestueuses des travailleurs sociaux qui connaissaient très bien ces familles depuis de longues années, mais qui étaient accueillis, qui avaient effectivement, qui étaient reçus, qui ont versé du thé, qu'on recevait avec des égards. Et cette coopération de la famille était en quelque sorte le paravent d'une pratique incestueuse qui était effectivement devenue effectivement invisible de ce fait. Donc vous avez là effectivement cette victime frappée par ce pacte du silence qui est tout à fait déterminant. Ce que nous racontent ces récits, ce sera mon dernier point sur cet aspect, c'est qu'ils ne montrent pas directement, immédiatement la violence brute. Ils la masquent. La violence, celle des fonctionnaires du château de Kafka, celle des prêtres de Mirbeau, celle du braconnier qui s'empare de la petite Mouchette, souvenez qu'il lui ramène la sandale qu'elle avait perdue dans la forêt. Il ruse, il séduit, il l'enveloppe dans un discours, il la sidère, il capte sa confiance. Donc c'est par cette espèce de subversion du consentement qui effectivement ouvre une stratégie d'appropriation que nous racontent ces récits. Donc vous avez là effectivement une position d'autorité soi-disant bienveillante qui va assurer l'impunité de celui qui commet l'acte du viol lui-même. Je donne dans le livre, je cite en particulier, je montre un certain nombre d'images, et notamment la peinture de Magritte, Le viol, qui montre effectivement assez clairement, qui donne une visibilité très forte à l'impossibilité de parler et l'impossibilité de voir à travers la bouche fermée et les yeux obturés. Donc ça me semble là effectivement une réelle possibilité de restituer par l'art, par le récit littéraire, la possibilité qu'a la justice de traiter le viol, mais qui ressort en quelque sorte dans d'autres espaces littéraires ou artistiques comme une sorte de protestation
qui trouve finalement une issue là où elle peut l'avoir à travers l'imaginaire. Et puis, c'est mon second point, vient la révélation de la parole des victimes. Et là, c'est un tout autre récit qui apparaît. C'est un récit notamment des femmes victimes, qui sont des récits à la première personne, qui vont effectivement sur la place publique être entendus d'une manière progressive. Moi, je l'ai repéré en France dans les années 80, mais les États-Unis, c'est décennies auparavant, et qui vont effectivement, par ces voix singulières dont parlait Hervé Van Baren tout à l'heure, tenter de se faire entendre parmi des représentations collectives qui leur sont hostiles au départ. Moi, j'attache beaucoup d'importance à un récit qui s'appelle Le viol du silence de Eva Thomas, qui raconte l'inceste subi par son père, une parole qui surgit avec une vibration littéraire extraordinaire, mais un récit qui est proféré sans esprit de transgression à l'égard de la justice. En revanche, et c'est le point important, la remise en cause de la justice est radicale avec le mouvement MeToo dans les années 2000. Il va porter à une très vaste échelle cette protestation et d'une certaine manière va faire ressurgir la vengeance dont nous sommes écartés dans l'histoire de la justice. Vous avez des dénonciations nominatives contre des personnes publiques, suivies de contre-dénonciations ou de contre-attaques en dénonciations calomnieuses, ce qui prend en otage le tiers de justice qui ne peut plus faire son office. Et là, la crise de la justice se niche dans cette contradiction. Vous avez un acte de juger qui devient une boussole folle, et on le voit avec les pratiques du call-out, vous avez ces dénonciations qui se multiplient sans attester de faits précis, mélangeant blessure morale et violence avérée, sans échelle de gravité que le droit propose, et qui mélangent atteinte subjective et qualification légale, qui vont avoir pour conséquence de nourrir, de gonfler les statistiques des plaintes et de nourrir encore plus Est-ce que le plateau est toujours là? parce qu'elles ne sont pas. Oui. Fermez votre micro, s'il vous plaît. S'il vous bon, plaît, d'accord. madame, fermez votre micro. Pas d'oubli. Fermez votre Ok, micro. merci. Donc ces pratiques de dénonciation réciproque vont relancer en quelque sorte les statistiques de classement des plaintes par définition et effectivement nourrir la délégitimation de la justice, puisque effectivement son rôle de tiers, sa force symbolique ne peut plus fonctionner. À la source de cela, il y a, à mon avis, une mutation anthropologique. C'est-à-dire que la place de la victime a longtemps été occupée par le souverain ou le divin, comme jadis le roi de France, vous vous souvenez, sacré à Reims, il était la seule victime. Et il poursuivait des crimes de lèse-infraction, de lèse-majesté, de lèse-humanité, qu'il édicte et que ses procureurs et ses juges poursuivent en son nom. Donc ce sont des crimes que lui a nommés et qui portent atteinte à sa souveraineté à travers la commission des faits. Or, la mutation contemporaine, ce n'est plus cet État souverain qui dirige en quelque sorte la manœuvre, mais la personne humaine qui est sacrée dans nos démocraties. Ce n'est, entre parenthèses, que dans la guerre que ce rapport s'inverse, où l'État retrouve son sacré et la personne redevient devoir assumer le péril de sa vie. Donc j'avais traité cette question-là dans La foule innocente, qui était écrite à propos du terrorisme et que Benoît avait conduit d'un point de vue éditorial. Donc il y a là un choc frontal, je crois, entre le monde de la justice et de la loi et cette révolte, principalement féministe, mais aussi qui relève d'autres minorités sexuelles et qui, effectivement, aujourd'hui, porte en quelque sorte une crise profonde entre deux temporalités. La temporalité longue de la justice, qui a institué peu à peu aussi des droits aux violeurs ou aux violents, de cette manière, et la temporalité vive, exigeante,
impatiente des victimes qui réclament justice, leur justice, dans l'urgence de leur combat militant, qui me semble être là une rencontre extrêmement aiguë. Et cette narration-là, cette narration victimaire, s'inscrit ou s'introduit dans une institution pénale qui raconte une toute autre histoire. Cette histoire sacrificielle que décrit René Girard. Juger des auteurs accusés de faits incriminés par la loi et nullement l'histoire que les victimes veulent que l'on raconte selon leurs propres exigences. Donc il y a là effectivement une contradiction parce que les victimes réclament énormément dans leur tension même une réparation, une vérité, une reconnaissance que la justice pénale est bien en peine de leur offrir dans sa narration habituelle. Donc le déplacement du centre de gravité, à mon avis, est très, très fort aujourd'hui. Je l'ai mesuré moi-même dans les procès du terrorisme. Vous avez une justice qui jusque-là est orientée vers l'auteur, cette vieille fonction sacrificielle, en quelque sorte retravaillée par la justice, cette matrice sacrificielle. Mais ce n'est plus aujourd'hui celui que l'État choisit pour le punir, mais celui que la société des victimes dénonce pour accomplir cette fonction. Donc c'est désormais la victime qui est face à son agresseur et qui effectivement exige de sa parole un regret. Par exemple, l'aveu a été très longtemps considéré, Michel Foucault l'a admirablement décrit, comme une capitulation de l'auteur ou de l'agresseur ou du délinquant ou du criminel devant le juge ou devant la loi. Aujourd'hui, l'aveu est beaucoup plus perçu comme une parole de vérité, en quelque sorte, en direction d'une exigence revendiquée par les victimes, un regret, une parole. Ça a été constant pendant les procès du terrorisme que j'ai observé, une volonté de ne plus accepter le silence perçu ou le mépris conçu comme une offense à l'égard des victimes. Alors, je ne vais pas résumer tous ces points, mais quelques points quand même de tension que j'évoque dans le livre, que je trouve assez bien raisonner avec la pensée de René Girard, notamment. L'infraction, évidemment, n'est plus la même. L'offense que subit la victime n'est pas l'infraction que la loi définit. Il y a effectivement une différence majeure. Donc le schéma sacrificiel classique est secondarisé et vient au premier plan une exigence de vérité attendue par les victimes. Vous avez également d'autres domaines comme la prescription qui marquent une volonté d'oublier le temps par le travail de la mémoire, alors que précisément, par le travail de l'oubli, alors que précisément, à l'inverse, la victime revendique effectivement une mémoire. Comment oublier cette blessure? Mon corps blessé est un puits de mémoire, comme je l'ai entendu de la part d'une victime récemment. Donc vous avez là effectivement une contradiction évidente entre une justice qui recherche effectivement euh, euh, l'oubli, même si c'est un oubli actif, porté par la prescription ou parfois aussi par l'amnistie, et une victime qui revendique au contraire une mémoire parce que l'oubli, pour elle, est impossible à réaliser. Et puis, vous avez une autre point de tension qui est la punition elle-même, la peine elle-même, puisque la société civile aujourd'hui, et la société des victimes notamment, veut aussi définir le sens de la peine. Il doit effectivement contribuer à la réparation du mal subi. Et au fond, là où le code pénal y voit un acte de violence qu'un auteur aurait commis, la victime, notamment de viol, dit: «Oui, mais il y a aussi la négation de mon consentement», qui est au cœur de la définition du viol. Et c'est tout un débat aujourd'hui sur la définition du viol qui a lieu dans le Parlement qui a été dissous. Enfin, peut-être que le débat rebondira par la suite, puisqu'on veut redéfinir le viol, non pas simplement comme un acte de l'auteur, comme la loi le définit, violence, surprise, contrainte, mais comme au contraire une violation du consentement libre que la victime
effectivement, devrait délivrer. Et ce non-consentement serait désormais, selon ce discours, le critère même du viol. On voit bien là que le déplacement du centre de gravité est particulièrement palpable, puisqu'on passe d'un ordre légal à un ordre différent, où la réparation du lien social, du lien humain brisé par le crime est beaucoup plus centrale. Alors, au total, je dirais sur ce deuxième point, les lois croient fixer une fois pour toutes ce qu'est le crime, le délit, mais vous avez aujourd'hui des entrepreneurs de morale qu'incarnent les victimes qui vont effectivement bouger profondément les frontières du pénal et vont déplacer effectivement la violence légale vers, pour la diriger, pour la mettre au service en quelque sorte des personnes vulnérables, ce qui induit une toute autre manière de punir, ou même une négation de la manière de punir, et au contraire, de viser la restauration des liens. Et mon troisième point, et j'en aurai fini, c'est pour sortir de cette crise. Hervé Van Baaren propose d'inventer une autre forme de justice à la suite de la révolution anthropologique qui, pour lui, consacre les ruines d'un déclin de la justice telle qu'il l'envisage. Pour ma part, j'ai opté pour une voie autre. Je pense que avant de constater l'échec de la justice, j'ai voulu la regarder de près. J'ai voulu voir en ethnologue, en anthropologue en quelque sorte, voir comment elle travaille et comment effectivement, par une étude presque microchirurgicale, je suis un ancien praticien, donc ça m'a été un peu plus facile que pour un autre, comment effectivement elle fonctionne concrètement et comment effectivement elle peut effectivement nous révéler la force narrative qu'elle contient. D'où mon titre, et c'est justice narrative, c'est-à-dire que les récits de justice contiennent une force narrative qu'on ne souligne pas assez, mais ça suppose, pour la repérer, d'aller voir un peu de près sur le terrain ce qui s'y joue, et de constater que le travail de la justice au fond, réalise un travail d'usure de la violence. Elle transforme la violence en mots, en gestes, en écriture, elle la réduit pour rétablir la concorde. Alors là, quelques points simplement pour montrer que effectivement ce travail s'opère concrètement. Les auditions, par exemple, le policier, le juge entend la victime, mais c'est une dimension performative. On lui confère un statut de victime. Donc on la sort du chaos en quelque sorte de la violence et on lui donne une place dans l'espace judiciaire qui lui permet d'être entendu, comme l'a dit d'ailleurs Benoît au début de son intervention. Donc c'est vraiment une rencontre avec le juge, et là, le registre symbolique est présent et fonctionne. Le juge, là, est soi-même comme un autre, on va prendre la formule de Paul Ricoeur, c'est-à-dire qu'il se pense en tant qu'autre, et il se met à l'écoute de l'autre, parce qu'il doit aussi viser une paix commune qui doit nous rassembler par-delà la violence qui déchire la société en camp opposé. Deuxième exemple, j'évoque à un moment donné la reconstitution du crime. La justice, notamment dans le cas des viols collectifs, va sur le terrain et reconstruit avec des acteurs, des policiers, des mannequins, devant souvent le public, avec son appareil, reconstruit le crime pour identifier les responsabilités de chacun. Et c'est là une opération vraiment chirurgicale qui, en quelque sorte, désagrège la violence brute, notamment dans le cas des viols collectifs, où tout est mêlé en quelque sorte, et parvient à identifier précisément le rôle de chacun dans la commission de l'acte. Et très souvent, cet acte se fait sous la conduite de la parole de la victime, qui sait ce qu'elle a vécu et qui peut dire un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça, et ensuite, effectivement, le juge en fait la synthèse. Donc là, la dimension réparatrice est très forte. Et puis, vous avez effectivement aussi
la volonté de mettre des mots à la place du chaos. Des mots à la place du chaos, je relance la vidéo, voilà, des mots à la place du chaos, c'est-à-dire que le rituel judiciaire garde sa force, sa sémantique protectrice, mais attention, ce n'est pas un espace safe, ce n'est pas un espace de bienveillance nécessairement. Il n'y a pas de trigger warning dans le monde de la justice, on ne prend pas de précautions avec les faits, on les montre crûment, on les désigne, souvent image à l'appui, et je donne dans le livre l'exemple d'un viol jugé par un procès d'assises où on voit bien que le rôle des images est absolument central. Donc le moindre fait est décortiqué, nommé et passé ensuite au crible de débat contradictoire pour obtenir une preuve suffisante. Alors je conclus de quoi cette secousse sur l'État et sa justice est le signe. Je crois que cette poussée victimaire aujourd'hui, cette mutation victimaire, remet en cause fondamentalement la rationalité pénale moderne qui fonde la justice sur une égalité punitive, pour le dire synthétiquement, et que, en partie dans le champ pénal, mais surtout en dehors du champ pénal, émerge une autre justice qui apparaît sous nos yeux. Je trouve qu'on en a un très bel exemple aujourd'hui dans la commission des abus sexuels qui sont commis dans l'Église. Nous avons vu l'émergence d'auditions de victimes dans des espaces de pure reconnaissance, sans enjeux punitifs ou pénaux, qui ont effectivement déplacé la grille, s'affranchir de la grille victime-bourreau pour offrir un espace de rencontre sans finalité probatoire, on ne cherche pas la preuve dans ce que dit la victime d'un crime, sans espace thérapeutique, on ne cherche pas à la soigner non plus, sans espace exonérateur d'un péché que symboliserait la confession, mais c'est une écoute en elle-même réparatrice qui a été, au fond, inventée par cette commission qui regarde du côté de la capacité de la victime et non pas du côté de la culpabilité de l'agresseur, du reste, très souvent, ces crimes sont prescrits. C'est la voie, au fond, d'une justice qu'on pourrait appeler restauratrice ou restaurative, qui donne aussi leur chance aux communautés professionnelles concernées. Vous vous souvenez que Judith Godrèche avait avancé dans cette direction-là en proposant une commission d'enquête parlementaire, et je trouvais très intéressant qu'elle interpelle les institutions, qu'elle n'accuse pas forcément et uniquement ses agresseurs, mais qu'elle montre dans l'agression qu'elle a subie la responsabilité des institutions qui l'ont permis. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, tous les secteurs concernés devraient être auditionnés dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, dans le monde des entreprises, puisque effectivement, les violences sont aussi portées par des institutions et qui sont incapables, effectivement, d'y faire face. Donc on a là une initiative très intéressante où le fardeau de la réponse collective ou sociétale ne reposerait pas seulement sur la justice pénale, mais aussi sur des sphères beaucoup plus larges, professionnelles, sociétales, ce qu'on appelle parfois la dimension transformative de la justice, ou des initiatives locales sociétales de médiation pourraient être des soutiens pour régler des conflits entre les personnes en dehors de la logique punitive ou sacrificielle de l'État. Voilà, je conclus d'un mot pour dire simplement que c'est une mutation, effectivement, je crois, anthropologique, qui affecte la justice, qui jusque-là est complètement accaparée par un droit de punir exclusivement étatique, mais qui est aujourd'hui vivement interpellée, sur ses bases même, par la parole des victimes. Il y a peu de moments dans l'histoire où ça a été le cas, mais moi je pense essentiellement au cours du Moyen-Âge, où l'acte de justice était articulé à la réparation, à la compensation des dommages subis au XIe siècle, avant que l'État accapare cette fonction. Et puis à la Révolution française, une grande mutation qui a abattu l'ancienne justice et qui a introduit des régulations issues de la société civile, des tribunaux de proximité, en liquidant les professions existantes et en donnant aux citoyens leur part d'initiative. C'était une mutation dont nous sommes très largement les héritiers, mais qui est une forme de précédent qui me semble intéressant, même si aujourd'hui la situation est tout à fait différente. En tout cas, ces précédents nous donnent la mesure de la portée
de la mutation en cours et aussi, chers amis, du travail qui nous attend. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Denis. Ton exposé est, à l'image de ton livre, absolument remarquable. Il tempère le ton un peu apocalyptique qu'avait pris Hervé quand il en appelait à un saut anthropologique et qu'il dénonçait l'impuissance de la justice, mais il va nous montrer que c'était pas uniquement le sens de son propos. Ce que j'ai trouvé très fort en t'écoutant et en te relisant, c'est cette idée qu'on voit beaucoup dans les procès introduits sur les crimes de pédophilie dans l'Église et même sur les procès de viol instruits fréquemment aujourd'hui, c'est cette limite de la prescription qui est élargie. C'est-à-dire que, indépendamment de la simple logique rétributive, il semble que le système judiciaire s'ouvre à un travail indéfini de la parole victimaire. Et là, il y a quelque chose je trouve, d'éminemment prophétique, et on retrouve peut-être le ton biblique que prend Hervé lorsqu'il essaie de penser ce moment, c'est-à-dire ce travail indéfini de la parole victimaire, qui n'est pas forcément à dénoncer comme le fait par exemple, l'a fait Pascal Bruckner récemment, comme un symptôme d'impuissance, qui est peut-être une promesse. Oui, je crois tout à fait. Cet allongement de la prescription est très critiqué, pas seulement par Pascal Bruckner, mais aussi par des avocats qui voient une extension du pénal indéfinie. Mais les praticiens comprennent cette exigence, et notamment dans des affaires, comme on dit, prescrites par le temps qui est passé. Eh bien, effectivement, j'évoque dans mon livre cette initiative de certains procureurs d'aller en direction des victimes et de dire effectivement, votre affaire ne sera jamais jugée, mais nous allons vous entendre. Nous allons prendre soin de votre parole, nous allons effectivement la recueillir et nous allons, s'il y a lieu, recueillir aussi la parole de celui qui a commis l'acte que vous dénoncez. Et très souvent, la CIAZ, la commission pour les abus sexuels dans l'Église, ou la commission pour les affaires d'inceste, constate que cette initiative en elle-même a une fonction réparatrice et je dirais aussi performative. Et c'est le Oui, sens c'est d'un... très important. Voilà, c'est Hmm. très important. Je Cette trouve parole que est instauratrice. elle est instauratrice, elle est performatrice, elle crée effectivement une réelle réparation que très souvent les professionnels ne mesurent pas toujours, mais que l'on mesure en entendant les retours d'expérience que celles-ci ou ces victimes nous disent. Et dans les textes que je cite, effectivement, on voit très bien que cette fonction-là, par-delà la prescription, peut jouer ce rôle hautement restauratif que effectivement le judiciaire peut réaliser, même s'il est critiqué, mais peut réaliser, parce que les avocats sont vent debout contre ces initiatives, qui effectivement tendent à rejuger ou juger une affaire sans juge, sans avocat, mais ce n'est pas le problème. L'affaire ne sera jamais jugée de toute manière, puisqu'elle est Oui, oui, prescrite. c'est tout à fait Donc, intéressant. Hmm. on est en dehors du droit, on essaie effectivement de rendre satisfactoire la demande victimaire. Et l'articulation avec le politique se situe où à ce niveau-là, selon toi? L'articulation avec le politique, elle est dans la capacité du politique à relayer dans des textes des initiatives de ce genre. Et effectivement, il y a eu des lois qui ont élargi la prescription euh, pour les victimes d'inceste et pour les victimes d'abus sexuels, notamment pour les mineurs. Il y a eu des lois qui, d'un point de vue technique, je rentre pas dans les détails, ont inventé ce qu'on appelle la présomption glissante, c'est-à-dire une volonté d'étendre la prescription pour des actes commis sur les mêmes victimes. En tout cas, la loi, je dirais, la délibération politique a entendu cette demande, n'y a pas vu, si tu veux, un abus victimisant, un abus tel que le victimisme, tel que Pascal Brunner le décrit, mais a vu une demande de reconnaissance, tout simplement. Et moi, j'y souscris tout à fait. Je pense que la loi l'a avancé, en quelque sorte, en direction de cette demande et a tenté d'y satisfaire au maximum où elle pouvait le faire. On ne peut pas non plus, comme disait Paul Ricoeur, être en permanence, faire une société qui est en permanence en colère avec elle-même, ou en débat avec elle-même, ou en conflit avec elle-même, enfin nourrir un conflit éternel. Mais on peut avancer au maximum vers cette demande pour la satisfaire dans les limites effectivement du raisonnable. Je te remercie. Hervé, à toi.
Oui, ben, mais merci pour cet excellent exposé, hein. Comme le dit Benoît, il est bien au niveau du livre. Euh, et je me rends compte que j'ai pas du tout envie de rentrer dans une controverse avec vous parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le même, la même ambition au niveau du temps. Moi, j'essaie de me placer dans le temps apocalyptique tel que décrit par Girard, alors que vous, comme vous le dites, vous prenez de la distance pour aller extraire de l'institution telle qu'on la voit, de l'image qu'on en a, quelque chose qui a toujours existé, en fait, si je vous ai bien compris, hein. Cette place laissée au récit, cette place laissée à l'humain a toujours existé, mais elle était on peut le dire, étouffée, largement étouffée par la voix sacrificielle de la foule. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout à coup, elle trouve un espace d'expression nouveau. Enfin, et même qu'elle est en train de s'institutionnaliser un petit peu, ce qui est vraiment assez remarquable comme évolution. Euh, mais n'empêche, il y a peut-être quelque chose qui me dérange, c'est que vous ne parlez pas beaucoup des principes fondateurs de la justice. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre aussi, c'est que vous parlez à la fin du livre beaucoup des accusés, euh, des gens qui ont commis ces crimes horribles. Et vous suggérez que eux aussi, il faut laisser un espace de parole, parce que sinon on reste forcément enfermé dans la justice rétributive. Mais comment est-ce qu'on concilie ça avec les fondations même de la justice qui existent depuis toujours? La justice est rétributive, la peine est proportionnelle, le procès est un lieu de débat entre la défense et l'accusation, mais on pourrait presque dire de combat. Est-ce que tout ça c'est compatible avec cette mutation de la justice euh, vers un lieu de parole? En tout cas, c'est difficile parce que nous vivons une époque passionnément sécuritaire. Oui. Euh, la campagne électorale actuelle se durcit énormément de ce point de vue-là, avec le retour des peines sans limite, des peines planchées, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une société passionnée par la sécurité, alors que nous avions jusque-là, dans l'après-guerre, jusqu'aux années 80 à peu près, une société qui était travaillée par un humanisme qu'on peut dire chrétien à l'origine, à travers les fondateurs de l'humanisme pénal de l'après-guerre. J'ai visité récemment l'école pénitentiaire. Pierre Cana, par exemple, était un des fondateurs, hein, sous l'égide de sa foi chrétienne, de la réinsertion des condamnés. Il a écrit un livre qui s'appelle Nos frères les récidivistes, ce qui est dans le titre, le mot de fraternité résonne dans ce sens-là. Mais cet esprit de fraternité à l'égard des criminels s'est peu à peu effacé. Et vient au premier plan aujourd'hui la vision plus sacrificielle de l'individu dangereux, qu'il faut éliminer de la société pour retrouver un ordre social safe. Et je trouve que là, si vous voulez, le retour du sacrificiel est particulièrement, redonne à Girard une actualité singulière. On croyait avoir masqué cette violence sacrificielle par l'humanisme pénal que nous avons connu à travers les exemples que j'ai donnés, mais il revient en force aujourd'hui et on nous désigne en permanence des ennemis de la société. Il faut éliminer les étrangers, les pédocriminels, les terroristes, etc., qui sont effectivement ceux qui, parce qu'on va les éliminer, sont effectivement capables de nous produire la sécurité dont nous avons tous besoin. Or, la justice n'est pas dans cette optique-là. Elle n'est pas dans cette optique-là. Elle est dans une optique dans un travail d'individualisation, de proportionnalité, euh, de rencontre avec l'autre pour ménager des peines qui soient, je dirais, raisonnables dans leur quantum et qui ne soient pas purement éliminatrices. Mais la volonté de donner aux peines une fonction extrême d'élimination est de plus en plus fréquente et inquiétante de mon point de vue. Et je pense qu'il faut que nous puissions y résister, sinon effectivement la violence peut ressurgir et la violence de l'État, qui est beaucoup plus puissante que la violence des individus,
peut ressurgir à tout moment. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'ai voulu conclure sur la note d'un individu qui, du fond de sa prison, parvient à nommer l'inceste qu'il a commis vis-à-vis de ses filles, qui me semble un message qui consiste à dire ne désespérons pas de l'humain. La prison, même si c'est un lieu de contrainte et un lieu de mise à l'écart de la société, peut être aussi un lieu de retour sur soi qui permet effectivement de retrouver une moralité, en quelque sorte, qui a été, qui s'est perdue dans le cours d'une vie. Mhm. Oui, c'est ce que tu décris à la fin de ton ouvrage avec cette utopie dont j'ignorais tout, d'une prison au bord de la mer, Oui, oui, en tout à fait. Corse. En Corse. Il y a 2 prisons comme ça, en France. Il y a 2 prisons comme ça qui sont des prisons ouvertes, qui sont dévolues à des délinquants sexuels, condamnés définitivement et qui, purgent leur peine, qui sont en fait à la fin de leur peine, qui vont donc revenir, dans la société et qui, réapprennent, heu la liberté, tout simplement, l'usage de la liberté, dans des travaux, des champs, des travaux agricoles, ou même, une capacité de se rencontrer, de se parler, de discuter, d'avoir des échanges, qui n'est pas possible en prison classique et qui serait un sas entre la vie, carcérale et la vie libre et comme par hasard, ce sont pour ces cas-là, des gens qui ont commis des violences sexuelles, qui sont jugés suffisamment réinsérables et peu dangereux, pour la société et donc susceptibles d'être accueillis dans cet espace-là et effectivement, j'en ai rencontré 3 en particulier et notamment, j'ai vu à quel point le travail, je dirais du remords, du regret, je cite Jean Kelevitch à la fin, c'est le grand texte de Jean Kelevitch sur ce point-là, qui me semble être toujours à l'œuvre, pour ces individus-là, et qui effectivement, me permet effectivement de penser que nous n'avons pas en face de nous que des ennemis à éliminer, mais des individus à reconquérir. C'est c'est clair, hein? Là, vous prêchez un convaincu. Le problème, il n'est pas il n'est pas à ce niveau-là, je pense. C'est ce que je disais dans ma conférence en mars. C'est qu'à partir du moment où vous avez une justice qui rentre dans cette écoute, dans ce dialogue, dans la volonté d'ouvrir un espace de récit, un espace de parole, aussi bien pour les victimes, et enfin là, on est un petit peu dans de la justice-fiction, mais ce serait bien que ce soit aussi le cas euh, pour les accusés. Euh, J'avais exprimé ça en disant on se retrouve avec une justice plus juste, mais rendue incapable de décider, de trancher, hein. Or, dans la fonction de la justice, il y a cette nécessité de trancher justement pour arrêter la violence. Donc, il ne faut pas s'étonner si, en un paradoxe très girardien, cette évolution tout à fait positive de la justice conduit à une réaction qui est à peu près à l'inverse, qui est l'obsession sécuritaire. Euh, si on veut mesurer ce qui nous attend, on peut, comme vous le disiez tout à l'heure, remonter 10 ans en arrière, parce qu'aux États-Unis, c'est absolument dramatique, hein, avec des lois qui imposent aux juges de donner le maximum de peine en cas de récidive ou des horreurs comme des horreurs de ce genre-là. Donc là, on est vraiment dans une régression sacrificielle extrêmement violente, alors même que toutes les statistiques montrent qu'on n'a jamais été autant en sécurité. Euh, je veux dire, je ne me souviens plus, il y avait un essai j'ai oublié son nom, mais sur les violences au XVIe et au XVIIe siècle dans le nord de la France, au moment où on a commencé à avoir des, euh, euh, des archives. On a 30 fois moins de chances de se faire trucider aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, c'est absolument pas objectif. Il y a là un fait anthropologique vraiment majeur, je pense. Euh, voilà. Et c'est ça qui me fait dire qu'on rentre dans des temps apocalyptiques. Et les temps apocalyptiques, ce sont des temps de mutation anthropologique. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord, parce que vous avez cité ça. Euh, mais il faut prendre en compte la crise.
Je crois qu'il faut accepter le fait que ce sont des temps de crise, des temps voilà, de chaos et de paradoxes insurmontables et de contrastes tout à fait étonnants. Parce que moi, je le constate aussi, je suis je suis pas juriste et je ne suis pas directement mêlé aux affaires de la justice, mais j'ai eu l'occasion quand même de participer d'être témoin de quelques procès d'assises. Et en tant que visiteur de prison, je suis confronté à l'univers carcéral tout le temps. Donc, oui, c'est invraisemblable le contraste qu'il y a entre ce mouvement vers plus d'écoute, plus d'humanité, plus de prise en compte des parcours des gens, euh, et d'autre part, la vulgarité du langage euh, de ce discours sécuritaire. C'est stupéfiant. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la formule régression sacrificielle que vous avez eue, Hervé, parce qu'elle caractérise assez bien notre époque. J'en parle pas dans mon livre, mais ce qui va dans votre sens, c'est le retour de la guerre Aussi, en bien Europe. sûr. Et la guerre. Alors j'ai pas relu le livre de Girard et de Benoît sur cette question-là, mais la guerre a cette particularité, me semble-t-il, mais il faudrait l'approfondir, de donner à l'État, à la puissance, au souverain, un droit de vie et de mort sur l'individu, et la personne humaine, qui est sacrée dans un régime démocratique de paix, devient effectivement purement et simplement de la chair à canon, si vous voulez. Donc, si vous voulez, la disparition dans le champ de la guerre, qui aujourd'hui envahit l'Europe quand même, il faut bien le dire, m'inquiète énormément. Alors peut-être que ce sont des temps apocalyptiques qui sont devant nous, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, mais c'est quand même là une inversion totale des valeurs qui sont littéralement pulvérisées par la guerre, où l'État lui-même est le sacré. Il s'est défini comme étant sacré et il demande le sacrifice de la vie des citoyens pour défendre son espace souverain. Donc là, effectivement, je suis assez inquiet parce que le droit, précisément, va combattre les instances de l'ONU, les instances de la Cour de justice, de la Cour de justice de l'Haye, la Cour pénale internationale. Elle va désigner cet État criminel comme étant celui qu'il faut combattre, mais c'est le pot de fer contre le pot de terre, parce que c'est vrai que l'État criminel souverain, sa nation, son État, garde une puissance incomparable. Mais le temps de la justice est long, difficile, mais on a jugé dans le passé des criminels de guerre, on continuera à le faire, mais le rapport de force m'inquiète énormément compte tenu de la puissance d'expansion de la guerre euh, comme une force mimétique qui peut être sans limite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Benoît et Hervé, mais Ah, ça me semble un point d'inquiétude pour moi. non, d'abord, enfin, c'est un grave sujet, un autre sujet par rapport à celui Oui, qui nous mobilise aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Mais tu ne peux pas nier non plus qu'il y a un phénomène nouveau qu'on a vu s'opérer notamment dans la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie. C'est qu'au moment même où cette guerre arrive, s'instruisent déjà des oui, procès oui, oui. dans le déroulement même de la guerre et non pas après elle. La justice commence déjà à travailler. C'est quand même assez singulier comme situation. C'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Je n'avais jamais vu personnellement. Actuellement, il y a des mécanismes qui permettent de recueillir des preuves, notamment des organismes internationaux qui récupèrent des photos, des films, pour attester effectivement des crimes commis par l'armée russe. Et puis, il y a des procès en Ukraine de soldats russes qui interviennent et qui, au cours de la guerre, démontre que la démocratie, ses institutions, sa justice et son droit continuent à s'appliquer dans un État en guerre, ce qui est tout à fait nouveau, indépendamment du fait que l'Ukraine frappe aux portes de l'Union européenne. Donc je trouve ça intéressant cette Absolument. C'est des euh, nouvelles conditions. condition, cette relation, alors que la Russie pratique une économie de guerre pure et simple et instrumentalise le droit et les juges dans cette direction-là, l'Ukraine garde le cap de la démocratie et démontre par ses institutions qu'elle est en mesure d'intégrer les démocraties européennes parce qu'elle fonctionne d'une telle manière avec ses institutions dans le sens de la justice.
Donc bon, c'est lié à notre débat, mais un peu périphérique, je le Oui, mais reconnais. c'est tout à fait, mais C'est ça le montre même bien que... contraste. C'est le même contraste, je pense, hein, que celui dont on parlait. C'est-à-dire que tout est en train de partir Oui, aux extrêmes, soit d'une humanité qui choisit de renoncer au sacrifice, soit qui se précipite à bras ouverts dedans. Oui, Euh, mais avec quand même cette insistance sur laquelle, enfin, que souligne Denis dans ses travaux en général et dans ce livre-là en particulier, de ces initiatives de la justice, de ce travail de la justice qui est quand même assez inédit et qui montre une activité, une santé démocratique. Ça, c'est absolument. On ne peut pas tout réduire à l'apocalyptique. Il y a vraiment là quelque chose qui se recoue. Au cœur euh, même du péril, quelque chose se recoue. voilà. je crois pas que ce soit contradictoire avec l'idée d'Apocalypse, parce que justement l'Apocalypse, c'est le choc entre ces deux évolutions. C'est dans la conférence, j'ai lourdement insisté sur le paradoxe qu'il y a entre pas le paradoxe, mais vraiment l'extrême différence qu'il y a entre les progressistes qui veulent la fin du monde, parce que finalement c'est aussi une Oui, fin du monde bien sûr. tout de suite, mais sans se rendre compte de l'effet complètement destructeur des institutions que ça peut avoir. Et ça, je trouve que le livre de Denis Salas le montre aussi remarquablement. Et alors, ceux qui, par réaction, par terreur de ce moment, justement, vont tout faire pour arrêter le mouvement. Et ça, c'est la régression sacrificielle, parce que plus on a peur et plus on est dans la panique de ce moment, plus on va régresser. Et je pense que si on veut comprendre pourquoi la Russie a évolué en quelques années en harceleur extrêmement désagréable pour ses voisins et pour les autres, il faut passer par cette compréhension très girardienne d'une régression sacrificielle parce que un avenir sans sacrifice nous terrorise littéralement. Ça nous terrorise. Bien, chers amis, nous avons assez parlé à trois, si je puis dire. Il serait tout à fait intéressant maintenant que le débat s'élargisse et que ceux qui ont assisté à cette discussion y interviennent à leur tour. N'hésitez pas à prendre la parole, qui que vous soyez. Je vous rappelle donc que nous discutions autour du livre de Denis Salas, Le déni du viol, essai de justice narrative, qui est sorti l'an dernier aux éditions Michalon. Y en a-t-il parmi vous qui souhaitent prendre la parole, intervenir, poser une question euh, à moins que ces perspectives vous laissent pantois, alors que moi, elles me donnent des raisons d'espérer, donc j'espère que vous en avez, vous aussi, retenu quelques-unes. Les micros restent Bien, invisibles. bien, euh, il faut croire que cet espoir laisse pantois. Euh, merci en tout cas, merci Denis. Toute cette séance a été enregistrée et va être très visible sur notre site. Il y a une question. Oui, pardon, tu voulais dire? Non, je pensais qu'il y avait une question, mais Je me c'était trompe? pas Il y avait vrai. une question, non? Non. Est-ce que ce livre a reçu les échos qu'il mérite déjà? Est-ce que des choses sont en cours, des séminaires, des colloques vont-ils... Demain, je vais demain matin, il y a un séminaire où je vais intervenir à la Sorbonne autour de ce livre également, Ah, euh, avec des littéraires qui sont intéressés par la lecture du viol dans les récits du XVIIe siècle. C'est des gens qui travaillent sur les époques modernes et on va discuter des thèses du livre avec plusieurs jeunes chercheurs, ou moins jeunes d'ailleurs, je ne sais pas, dans le cadre d'un forum qui s'appelle Transition, qui est dirigé par Hélène Merlin-Cajman, qui travaille sur ces questions-là depuis quelques années. Donc voilà, il y aura un discutant,
ils sont intéressés par les thèses du livre. Donc je trouve qu'il a un écho dans des publics très très différents, puisque j'ai fait des débats en librairie, ben, comme toi, Benoît, Ambre Blanche l'autre jour, ou à la fac de droit. Les juristes l'ont également lu, évidemment à l'école de la magistrature où je suis. Et donc, du côté des juristes comme du côté des littéraires, il a touché un public. Et nous allons, avec une de mes collègues, cet été, conduire une session à Cerisy. Tu sais, le Ah, fameux très bien. colloque de Cerisy, sur le thème droit et littérature. Oh, Droit très et bien. une semaine complète de débats entre des juristes, des littéraires, des anthropologues, des historiens sur cette question-là. Comment la Formidable. littérature et le droit s'interrogent mutuellement. Donc, je trouve que c'est une question qui est en train qui est déjà aux États-Unis extrêmement développée, mais qui, chez nous, commence à poindre d'une manière assez forte dans différents milieux intellectuels. Donc, c'est Et plutôt encourageant. quand tu dis littéraire, tu veux dire, est-ce que ce sont concrètement des écrivains? Non, non, il y a effectivement des universitaires qui Mhm, sont des académiques, si tu préfères. mhm. Et moi j'ai eu un débat là récemment à Marseille avec Joyce Sorman, qui est une romancière qui a écrit un livre qui s'appelle Le Témoin, qui présente une vision, alors là pour le coup, apocalyptique de la justice, notamment les flagrants délits une justice qui pourrait le rendre fou, les, et produit de la délinquance pure et simple. Et je lui ai montré ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, que n'est pas tout à fait comme ça, et qu'on pouvait espérer une autre justice à l'égard de celle. Donc c'est vraiment une romancière qui a écrit un livre qui a fait une immersion pendant un an dans un palais de justice à Paris, et qui a suivi des procès de flagrant délit, et qui a constaté le travail, comment dire, destructeur, profanateur de l'innocence, par l'urgence, par la précipitation, par la violence des peines, etc., que produit la justice. Donc j'ai essayé de lui porter modestement la contradiction. Ça n'a pas été simple, parce que pour elle, la justice, c'est une justice de classe. Et donc, à partir de là, effectivement, il faut alimenter le débat, si tu veux. Donc, tu vois que ce débat-là, il est en cours actuellement. Oui, oui, et tu en es un des acteurs quand même importants. Ça fait très longtemps que tu prépares cette scène-là. Par exemple, comme tu as suivi comme observateur et anthropologue du droit et de la justice les procès autour du Bataclan, est-ce que tu as été en contact avec Emmanuel Carrère? Oui, 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 j'ai assisté avec lui au procès. Nous avons beaucoup parlé de l'évolution du procès. Et c'est intéressant parce que il est le seul qui a vu effectivement, qui a repéré l'émergence, la place occupée par les victimes dans un procès hyper sécuritaire, hyper quadrillé, comme le procès du Bataclan. C'est-à-dire que tu avais un procès du terrorisme avec une cellule de Daesh, très opérationnelle, très organisée. L'État était face à l'ennemi, le terrorisme, à l'État pur en quelque sorte. Et dans ce duel, précisément, la victime s'est inscrite en quelque sorte dans ce duel et a pu trouver une place. Et Carrère, dans son livre, montre bien comment lui a repéré effectivement ce dialogue difficile, mais existant néanmoins, entre certaines victimes, pas toutes évidemment, avec certains accusés, en particulier ceux qui n'étaient pas forcément les plus impliqués. Mais ce dialogue a existé et Carrère le montre bien. Et moi, je connais en particulier, Hervé disait qu'il était visiteur de prison. Je connais en particulier une personne, Georges Saline, qui a perdu sa fille au Bataclan, qui actuellement rend visite aux condamnés du procès en prison. Donc, il participe à un travail de restauration de leur personne, en quelque sorte, de leur situation, par des rencontres qu'il opère. Alors, c'est un cas un peu exceptionnel, mais qui montre comment, effectivement, une victime qui s'assume comme telle, mais qui devient aussi acteur de la réinsertion,
peut effectivement changer de position et devenir un acteur effectif, un acteur efficace de la réinsertion, indépendamment du travail que fait aujourd'hui autour de lui les autres acteurs de la prison. Donc voilà, ce procès du Bataclan, il faut le voir aussi comme l'émergence d'une figure victimaire qui sait porter sa parole, qui sait aussi devenir acteur du regret des protagonistes et aussi de leur réhumanisation. Donc je trouve qu'il a énormément d'importance de ce point de vue-là, et sa portée n'a pas été totalement encore dégagée pleinement. Mais Carrère ouvre une piste dans cette direction-là, et je crois que c'est le seul qui l'évoque. Donc tu vois, c'est quelque chose qui me semble tout à fait notable. Très très bien, oui, donc ce n'est pas du tout une scène utopique, celle que tu décris Non, dans non, ton non, livre, non, c'est déjà en acte. Mhm. c'est une réalité émergente, entendons-nous. Ce n'est pas une réalité dominante. L'état pénal, le sacrificiel garde une sorte de prééminence forte, mais par différents canaux surgit d'autres modes de réponse sociétale, victimaire, qui font entendre leur voix et qui sont agissantes actuellement en France, en Italie, en Belgique, et qui permettent quand même d'espérer qu'une autre justice peut-être un jour peut germer. Eh bien, Denis, c'est sur ces paroles magnifiques que je pense que on pourrait clore cette rencontre. Je ne saurais trop vous recommander de vous procurer les livres de Denis, en particulier La foule innocente sur cette question du terrorisme aux éditions des Clés de Brouwer, et à nouveau Le déni du viol aux éditions Michalon, à lire et à faire lire. J'espère vraiment qu'on va pouvoir refaire quelque chose ensemble, un colloque ou une rencontre dans le cadre de l'association. On ne manquera pas de vous tenir toutes et tous au courant. Un grand merci Merci, et à très bientôt. merci à vous Merci. deux, à Au tous. revoir Merci. Hervé. Au revoir. Au revoir Merci. Denis. Au revoir. Au revoir, Denis.